Laissez-la partir, nous ne paierons pas l'opération, dit mon père au médecin pendant mon coma. Il a signé l'ordre de non-réanimation pour économiser. À mon réveil, je n'ai rien dit. J'ai fait pire. Le ruinant en 24 heures. Je m'appelle Manon Durand. J'ai 29 ans. Je suis infirmière diplômée d'État. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération, a dit mon père au médecin alors que j'étais dans le coma, des tubes dans la gorge, le cœur battant à peine. Il l'a dit sur le même ton qu'on utiliserait pour résilier un abonnement. Aucune hésitation, aucune voix tremblante. Il a signé l'ordre de ne pas réanimer à 23h18 un mardi soir. Non pas parce que les médecins lui avaient dit que j'étais condamné, mais parce que le service facturation lui avait annoncé le montant. C'est tout ce qu'il a fallu, un chiffre. Et quand je me suis réveillé 3 semaines plus tard, contusionné, brisé, à peine capable de soulever ma propre tête, j'ai découvert que cet ordre n'était même pas la pire chose qu'il avait faite pendant que j'étais inconsciente. Ce que j'ai fait dans les 24 heures qui ont suivi n'a pas seulement changé ma vie, cela a effondré la sienne. Et il ne l'a jamais vu venir parce qu'il avait oublié une chose à mon sujet. Je suis né avec un trou dans le cœur, une communication interventriculaire. C'est ainsi que le cardiologue l'a appelé. J'avais 4 ans quand ils m'ont ouvert la poitrine. L'opération a duré 11 heures. La facture a pris 20 ans à mes parents pour être oubliée. Ou plutôt, cela a pris 20 ans à ma mère pour l'oublier. Mon père, lui, ne l'a jamais fait. Tu sais combien tu as coûté à cette famille, Manon? J'avais 8 ans la première fois qu'il l'a dit. J'avais demandé de nouvelles baskets. Les miennes avaient une fissure le long de la semelle et mes chaussettes prenaient l'eau à chaque fois qu'il pleuvait. Il était assis à la table de la cuisine avec une pile de factures médicales. Il n'a pas levé les yeux. 200 000 euros. C'est ce que tu as coûté. Je n'ai pas eu les baskets. À l'âge de 12 ans, j'avais arrêté de demander quoi que ce soit. À 15 ans, je gardais des enfants dans 3 maisons de notre quartier pour payer mes propres fournitures scolaires. À 18 ans, j'ai signé mon premier prêt étudiant toute seule, tandis que ma sœur aînée, Élodie, faisait ses valises pour la grande école de commerce privée que mes parents finançaient intégralement. Personne n'a remis cela en question. Élodie a eu une voiture à 18 ans. Je prenais le bus. Élodie a vu ses frais de scolarité payés. J'ai eu un échéancier de remboursement. Élodie a eu des dîners d'anniversaire au restaurant. J'ai eu un gâteau industriel et une carte signée uniquement par ma mère. Et j'ai tout accepté. C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je n'étais pas en colère. Je croyais sincèrement que je leur étais redevable. Mon père l'avait répété tant de fois. Tu as tout coûté à cette famille. Cette dette semblait aussi réelle que la cicatrice sur ma poitrine. Je la portais comme je portais mon badge d'infirmière chaque jour, sans y penser. La seule personne qui n'a jamais mentionné cette dette était ma grand-mère, Liliane. Liliane Perrault vivait seule dans une petite maison en briques rue des Tilleuls, dans une petite commune près de Lyon. 2 chambres, une salle de bain, une balancelle sous le porche qui grinçait quand le vent soufflait. Elle y avait vécu pendant 41 ans, y avait élevé ma mère, y avait enterré mon grand-père, et avait maintenu le jardin en vie à travers chaque hiver depuis. J'ai commencé à lui rendre visite tous les samedis quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école d'infirmière, noyé sous les dettes étudiantes. Je faisais 40 minutes de route aller, je lui apportais des courses, je vérifiais sa tension artérielle, je m'asseyais sur cette balancelle et je l'écoutais parler de tout et de rien. Elle n'a jamais dit une seule fois, tu me dois quelque chose. Elle disait des choses comme, raconte-moi ta semaine, ma chérie, et as-tu mangé aujourd'hui? Et une fois, vers la fin, ses mains tremblantes, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai réglé les choses pour toi, Manon. Le moment venu, un homme nommé Maître Kessler te trouvera. J'ai souri et serré sa main. Je pensais qu'elle était confuse. Elle était comme ça parfois, ou du moins c'est ce que je croyais. Elle avait 84 ans. Je supposais que c'étaient les médicaments qui parlaient. Mon père détestait que je lui rende visite. Tu gaspilles de l'essence, disait-il. Elle ne se souvient même pas de ton nom. C'était un mensonge. Liliane a eu toute sa tête jusqu'à son dernier souffle. Elle se souvenait de tout, y compris des choses que mon père aurait souhaité qu'elle oublie. Elle est décédée un jeudi de mars. Tranquillement dans son sommeil,
dans cette maison en briques de la rue des Tilleuls. Mon père a organisé les funérailles, petites, rapides. Il ne m'a pas laissé lire d'éloges funèbres. Fait court, a-t-il dit à la porte du funérarium. On ne va pas se donner en spectacle. Je me suis tenu au dernier rang et j'ai dit au revoir en silence. Liliane avait dit que maître Kessler me trouverait. Je ne savais pas qui était Kessler. Pas encore. Il faudrait un coma, un ordre de mort signé et 4 jours dans un lit d'hôpital avant que ce nom ne signifie quoi que ce soit. 3 mois après les funérailles de Liliane, je rentrais chez moi après une garde de nuit de 12 heures à l'hôpital. Il était 4h17 du matin. Sur la route nationale, sous une pluie fine. Je me souviens de l'horloge sur mon tableau de bord parce que je calculais combien d'heures de sommeil je pourrais avoir avant ma prochaine garde. 6, si je sautais le petit déjeuner. 5, si je prenais une douche. Je n'ai plus jamais fait ce calcul. La camionnette a grillé le feu rouge à 80 km/h. Elle a percuté le côté conducteur de ma voiture si fort que le châssis s'est plié vers l'intérieur comme du papier. Je ne me souviens pas du bruit. Je ne me souviens pas du verre. On m'a dit que j'étais consciente pendant environ 90 secondes après l'impact, assez longtemps pour que le pompier m'entende dire mon nom, puis plus rien. Édème cérébral traumatique, 4 côtes cassées, hémorragie interne. L'équipe des urgences de l'hôpital Sainte-Catherine, mon propre hôpital, l'endroit où je pointais 5 jours par semaine, m'a opéré dans l'heure. Mais le saignement ne s'arrêtait pas. Ils avaient besoin d'une deuxième opération, d'un spécialiste, de plus de temps au bloc, et quelqu'un devait l'autoriser. Je n'avais ni mari, ni enfant. Le contact d'urgence sur mon dossier hospitalier était le même nom qui y figurait depuis mes 18 ans parce que mon père avait insisté. Gérard Durand, plus proche parent. Ils l'ont appelé à 22h30 ce soir-là. Il est arrivé à 22h47. Je connais l'heure exacte parce que l'accueil l'a enregistré. Il n'est pas allé dans ma chambre en premier. Il n'a pas demandé à l'infirmière comment j'allais. Il n'a pas demandé si je souffrais ou si j'avais peur ou si je m'étais réveillé ne serait-ce qu'une fois. Il est allé directement au service facturation et il a posé une seule question, combien cela va-t-il coûter ? J'ai appris ce qui s'est passé ensuite par une femme nommée Patricia Vasseur. Tout le monde à Sainte-Catherine l'appelait Pat. C'était notre infirmière en chef, 28 ans de service, une voix rocailleuse et une mémoire qui ne ratait rien. Pat était au poste des infirmières quand mon père est sorti de la facturation et a trouvé le docteur Richard Hélier, le chirurgien en charge de mon cas. Elle a entendu chaque mot. La deuxième opération, a dit mon père, quel est le devis ? Le docteur Hélier lui a dit. Entre 160 000 et 220 000 euros, selon les complications. L'assurance et la mutuelle couvriraient une partie, mais il y aurait un reste à charge important, d'autant plus que nous étions dans une clinique privée conventionnée et que mon père s'était porté garant sur certains de mes anciens comptes médicaux. Il avait insisté là-dessus quand j'avais 18 ans. Je pensais que c'était de la gentillesse. C'était une laisse. Mon père n'a pas scié. Elle n'a pas désigné de personne de confiance, a-t-il dit. Je suis son père. C'est moi qui prends les décisions ici. Le docteur Hélier a hoché la tête prudemment. C'est le protocole quand aucune personne de confiance n'est au dossier. Le plus proche parent intervient. Et puis mon père l'a dit. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Pat m'a dit plus tard que le docteur Hélier n'a pas répondu immédiatement. Il a fixé mon père pendant un long moment. Mon père n'a pas détourné le regard. Elle a été un gouffre financier toute sa vie, a dit mon père. Ne réanimez pas, il a signé le formulaire de refus de soins et de non-réanimation. Sa main était stable, aucune hésitation. Il a posé le stylo, a demandé s'il y avait autre chose à signer, et s'est dirigé vers l'ascenseur. Il n'a pas visité ma chambre. Il n'a pas regardé à travers la vitre. Il n'a pas dit au revoir. Pat se tenait derrière le comptoir du poste, agrippant le bord à 2 mains. Elle m'a dit que ses articulations étaient blanches. Elle m'a dit qu'elle voulait hurler. Elle n'a pas hurlé. Elle a fait quelque chose de mieux. Elle s'est assise et a ouvert mon dossier d'employé. Chaque infirmière à Sainte-Catherine remplit un dossier d'urgence lors de son embauche. Coordonnées, assurance, allergie et désignation d'une personne de confiance. La plupart des gens sautent cette dernière section. Pas moi. 3 ans avant cette nuit-là,
j'avais désigné Delphine Morel comme ma personne de confiance pour les décisions médicales. Delphine était ma meilleure amie de l'école d'infirmière. Elle vivait à 45 minutes de là, à Grenoble. Elle était clairement listée dans mon dossier d'employé. Nom, numéro de téléphone, relation. Pat l'a trouvée en moins de 2 minutes. Elle a appelé Delphine à 23h14. Delphine a décroché à la deuxième sonnerie. Pat lui a raconté ce qui s'était passé, l'accident, le coma, l'opération qui nécessitait une autorisation, et un père qui venait de signer un ordre pour laisser sa fille mourir. Delphine n'a pas posé de questions. Elle a dit « Je pars maintenant ». Elle a conduit 1h30 sous la pluie. Elle est entrée à Sainte-Catherine à minuit 51 avec son permis de conduire, une copie du formulaire de désignation que j'avais gardé, et des mains qui tremblaient encore. Elle a révoqué l'ordre de ne pas réanimer. Elle a autorisé l'opération. Le docteur Hélier est entré au bloc dans l'heure. Mon père était déjà rentré chez lui à ce moment-là, endormi. Il n'avait aucune idée que sa décision avait été annulée. Pour autant qu'il le sache, les machines s'arrêteraient et l'hôpital l'appellerait le matin avec la nouvelle. Pat ne l'a pas appelé. Delphine non plus. Personne ne l'a fait. Au lieu de cela, Pat a fait une chose de plus avant la fin de son service. Elle a ouvert un rapport d'incident interne, le genre qu'on remplit lorsqu'un membre du personnel est témoin d'un problème de protocole. Elle a documenté chaque mot que mon père avait dit, les horodatages, la signature du refus de soins, et le fait qu'il avait faussement prétendu que je n'avais pas de personne de confiance. Elle l'a archivé, a verrouillé son ordinateur et s'est assise seule dans la salle de pause pendant 20 minutes. Gérard Durand est rentré chez lui ce soir-là en croyant que sa fille serait morte au matin. Il a dormi profondément et le lendemain, il a commis sa deuxième erreur. Celle qui allait lui coûter tout ce qu'il possédait. Mon père s'est réveillé le lendemain matin en attendant un coup de fil de l'hôpital. 1 heure de décès, peut-être un formulaire à signer. Il avait déjà répété ce qu'il dirait aux gens. Je pouvais l'imaginer. Le trémolo dans sa voix, la main sur le cœur. Nous l'avons perdu. Les blessures étaient trop graves. Mais l'appel n'est pas venu. Pas parce que quelqu'un lui avait dit que j'étais vivante. Il n'est tout simplement pas venu. Et plutôt que d'appeler l'hôpital lui-même, plutôt que de prendre la voiture pour aller voir sa plus jeune fille, Gérard Durand a passé ce mercredi matin à faire toute autre chose. Il est allé voler ma maison. Voici ce que je ne savais pas à l'époque. Ce que je n'apprendrai que des semaines plus tard. Ma grand-mère, Liliane, avait déjà transféré la maison de la rue des Tilleuls à mon nom avant de mourir. L'acte avait été géré par son avocat personnel. C'était propre, légal, déposé au cadastre, et mon père n'avait aucune idée que cela existait. Ce qu'il savait, c'est que Liliane n'était plus là. La maison était vide, et quelqu'un allait la réclamer, alors il s'est assuré que ce quelqu'un soit lui. Il avait un document de procuration. Ma signature y figurait, sauf que je ne l'avais jamais signé. Il avait décalqué mon écriture à partir de vieux formulaires de consentement médical, ce qu'il m'avait fait signer quand j'avais à peine 18 ans et que je ne savais pas faire autrement. Il a apporté la fausse procuration à un notaire qu'il connaissait, un homme nommé Charles, qui lui devait une faveur et ne posait pas de questions. Charles l'a tamponné. Gérard a déposé le transfert de propriété au bureau des hypothèques cet après-midi-là. Le jeudi, la maison était à son nom. Le vendredi, il est entré dans une banque et a contracté une hypothèque dessus. 250 000 € en espèces en main en une semaine. L'argent n'est pas allé vers mes factures médicales. Il n'est pas allé sur un compte d'épargne. Il est allé payer des dettes de jeu. Des dettes dont personne dans notre famille, dans notre église, dans notre quartier ne soupçonnait l'existence. Il ne savait pas que la maison était déjà à mon nom. Il ne savait pas comment elle y était arrivée. Et il ne savait certainement rien de l'homme que ma grand-mère appelait Kessler. Mais voilà le truc avec les fausses signatures. Elles ne tiennent que tant que personne ne regarde de près. Et quelqu'un allait regarder de très, très près. J'ai ouvert les yeux un mardi. 3 semaines après l'accident, la lumière était blanc-bleu, le genre qui n'existe que dans les hôpitaux. Trop vive, trop plate, sans chaleur. Je connaissais cette lumière. J'avais travaillé dessous pendant 6 ans, mais je n'avais jamais été de ce côté-ci auparavant. Ma gorge était à vif. Le tube respiratoire avait été retiré, mais je pouvais encore sentir où il avait été,
comme un bleu à l'intérieur de ma poitrine. Mes côtes me lançaient quand j'inspirais. Mon bras gauche était dans une attelle souple. Tout était lourd. Même cligner des yeux demandait un effort. Le premier visage que j'ai vu était celui de Pat. Pas celui de mon père. Pas celui de ma sœur. Pat. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant mes moniteurs. Quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle n'a pas halté ni ne s'est précipitée. Elle a tiré une chaise près de mon lit et s'est assise. Elle m'a pris la main. Sa prise était ferme et chaude. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle dit. « Je dois te dire certaines choses. »« Pas maintenant. Quand tu seras prête. » J'ai essayé de parler. Ma voix est sortie brisée. À peine un murmure. « Combien de temps ? » 3 semaines. L'opération s'est bien passée. Tu vas t'en sortir. J'ai refermé les yeux. Pas parce que j'étais fatigué. Parce que j'essayais de me rappeler comment j'avais atterri ici. Le camion, le feu rouge, le bruit de la porte qui s'ouvre. Mon père est entré à 14h17 cet après-midi-là. Les infirmières l'ont noté. Je le sais parce que j'ai vérifié plus tard. Il est resté dans l'embrasure de la porte un instant. J'ai observé son visage attentivement. Il y avait quelque chose, une lueur une demi-seconde avant que son expression ne se réorganise en quelque chose de plus doux, quelque chose de répété. J'ai lu le visage en soins intensifs. La peur de perdre quelqu'un a l'air différente de la peur de se faire prendre. Il s'est précipité à mon chevet. Il m'a saisi la main. Des larmes coulaient sur ses joues. Oh, ma chérie, on a eu si peur. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien. Je l'ai regardé, lui et ses larmes, sa lèvre tremblante. Salut, papa, ai-je dit. Élodie a envoyé des fleurs ce soir-là, un bouquet générique d'un fleuriste en ligne. Elle n'est pas venue. 2 jours plus tard, je pouvais m'asseoir seul. Pat a attendu le changement d'équipe de l'après-midi, quand le couloir était calme et que la porte pouvait rester fermée sans que personne ne demande pourquoi. Elle a tiré la même chaise vers mon lit. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle est restée debout un moment, me regardant comme si elle essayait de décider par où commencer. Dis-le simplement, Pat. Elle s'est assise. La nuit de ton accident, ton père est venu à l'hôpital. Je sais. Il m'a dit qu'il était là tous les jours. Il ne l'était pas. Il est venu une fois. Cette nuit-là, il a parlé au docteur Hélier. Il a demandé le coût de ton opération. Je n'ai pas interrompu. J'ai gardé ma main immobile sur la couverture. Il a dit au docteur Hélier que tu n'avais pas de personne de confiance. Il a dit qu'il était le seul décideur et ensuite il a signé un ordre de ne pas réanimer. La chambre était silencieuse. Le moniteur bipait. J'ai compté 3 bips avant de parler. Il a signé un ordre de ne pas réanimer ? Oui. Sur moi. Oui. Qu'a-t-il dit exactement ? Pat m'a regardé fixement. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Elle a été un gouffre financier toute sa vie. J'ai fermé les yeux, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'avais enfin les mots pour quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie. La forme d'une vérité que j'avais toujours connue, mais jamais entendue à voix haute. J'étais une ligne comptable, un coût, un chiffre sur une facture qui ne cessait de grandir. J'ai ouvert les yeux. Comment suis-je en vie ? J'ai trouvé ta désignation de personne de confiance dans ton dossier d'employé, Delphine Morel. Je l'ai appelée. Elle a conduit jusqu'ici au milieu de la nuit et a autorisé l'opération. Est-ce que ce qu'il a fait est consigné ? Rapport d'incident déposé et horodaté avec ces mots exacts. J'ai fixé le plafond pendant un long moment. Puis j'ai regardé Pat. Donne-moi mon téléphone. Elle a fouillé dans le tiroir de ma table de chevet et me l'a tendu. Je l'ai allumé. 32 appels manqués de mon père. 11 d'Élodie. J'ai tout fait défiler. J'ai ouvert mes contacts et trouvé un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois. Un nom que ma grand-mère m'avait donné. MAITREKESSLER. Le téléphone a sonné 2 fois. Cabinet de Maître Kessler, j'écoute. La voix était calme, mesurée, le genre de voix qui a lu 10 000 documents et n'est surprise par aucun d'eux. Maître Kessler,
Je m'appelle Manon Durand. Je pense que ma grand-mère. Mademoiselle Durand, m'a-t-il coupé doucement. J'essaie de vous joindre depuis 4 mois. J'ai serré le téléphone plus fort. Mes côtes ont protesté. Je m'en fichais. Il m'a expliqué. Liliane Perrault était venue à son cabinet 2 ans avant sa mort. Elle s'était assise en face de son bureau, l'œil vif et l'esprit clair, et lui avait dit qu'elle voulait faire un testament, pas par l'intermédiaire du notaire de famille, pas par quelqu'un que son gendre pourrait connaître, mais par lui, en privé, authentifié par son étude, scellé. Le testament était simple. La maison de la rue des Tilleuls à Manon-Marie Durand uniquement. Un compte fiduciaire contenant 75 000 € à Manon-Marie Durand uniquement. Aucun autre nom, aucune condition. La succession a été réglée il y a 5 mois, a dit Kessler. Le tribunal l'a confirmé. Le transfert de propriété à votre nom a été déposé et enregistré. J'ai envoyé des lettres recommandées à votre adresse. Elles me sont revenues. J'ai appelé votre numéro de téléphone fixe. Quelqu'un m'a dit que vous aviez déménagé dans une autre région et que vous ne vouliez pas être contacté. Mon père. C'était la voix de mon père au bout du fil disant à Kessler que j'étais parti. Je suis à l'hôpital, maître Kessler. J'ai eu un accident de voiture. Je suis dans le coma depuis 3 semaines. Une pause. Je suis désolé d'entendre cela, mademoiselle Durand. La maison, ai-je dit. Est-elle toujours à mon nom? Une pause plus longue. Laissez-moi sortir les registres hypothécaires actuels. Je vous rappelle dans l'heure. J'ai raccroché et posé le téléphone sur ma poitrine. Pat était toujours dans la chambre, debout près de la porte. Ta grand-mère m'a dit que tu appellerais, avait dit Kessler avant que nous ne raccrochions. Elle a dit, Manon finit toujours par comprendre. Donnez-lui juste du temps. 1 heure. C'est tout ce qu'il a fallu à maître Donald Kessler pour découvrir ce que mon père avait fait et pour que mon plan commence. Le téléphone a sonné 53 minutes plus tard. La voix de Kessler était différente maintenant, toujours mesurée, mais il y avait une pointe de tension en dessous. La tension contrôlée d'un homme qui vient de lire quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Mademoiselle Durand, le titre de propriété de la maison de votre grand-mère a été transféré hors de votre nom il y a 3 semaines. J'ai fixé la perfusion sur mon bras, comptez les gouttes. 1, 2, 3. Transféré à qui? Gérard Durand, votre père. En utilisant une procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, maître Kessler. Je sais que vous ne l'avez pas fait parce que j'ai le transfert de propriété original issu de la succession. À votre nom, authentifié par mon étude. Aucune procuration n'a jamais été autorisée par vous ni enregistrée par mon cabinet. Donc, c'est un faux. C'est mon évaluation. Oui. Et il y a plus. J'ai effectué une recherche hypothécaire sur la propriété. Une hypothèque a été enregistrée dessus il y a 6 jours. 250 000 €. Le chiffre s'est posé dans la pièce comme une 3e personne. Je pouvais entendre Kessler respirer à l'autre bout, attendant. Il a hypothéqué la maison. C'est ce qu'il a fait. J'ai tendu la main vers le stylo sur ma table de chevet. Ma main ne tremblait pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que rien de tout cela n'était surprenant. Peut-être parce que j'avais passé 29 ans à apprendre exactement qui était mon père. Et c'était simplement la leçon finale. J'ai noté chaque numéro que Kessler m'a donné. Le montant de l'hypothèque, la date d'enregistrement, le créancier, le numéro de tampon du notaire. Mademoiselle Durand, voulez-vous porter plainte? Pas encore. Je veux d'abord voir jusqu'où cela va. Il y a encore une chose, a dit Kessler. Votre grand-mère vous a laissé une lettre scellée. Elle m'a demandé de vous la remettre en main propre, uniquement à vous. J'ai posé le stylo. Quand pouvez-vous venir à l'hôpital? Demain matin, 9 h. Je serai là. J'ai raccroché, noté le dernier numéro, puis je me suis tourné vers Pat, qui était restée silencieuse près de la fenêtre tout ce temps. Pat, ai-je dit, à quelle heure mon père a-t-il signé l'ordre de ne pas réanimer? 23h18, j'ai noté ça aussi. Gérard Durand a rendu visite à sa fille le lendemain après-midi avec un bouquet de roses jaunes et une boîte en plastique de cake à la banane qu'Élodie avait préparée. Il a posé les deux sur la table à côté de mon lit,
a embrassé mon front et s'est assis avec le soupir d'un homme portant un fardeau énorme. Il était doué pour ça, la performance. Je l'avais regardé faire toute ma vie. Aux réunions parents-profs, au repas de l'église, au dîner de fête, le père fatigué, le pourvoyeur silencieux, l'homme qui sacrifiait tout et ne se plaignait jamais. Les médecins disent que tu sortiras dans une semaine, a-t-il dit en serrant ma main. On s'occupera de tout. Merci, papa. Élodie est venue cette fois. Première visite depuis l'accident. Elle se tenait au pied de mon lit avec son téléphone à la main et un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. On était si inquiets, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je l'ai regardée. Elle a regardé la fenêtre. Mon père s'est penché en avant, sa voix basse et chaleureuse. La voix qu'il utilisait quand il voulait que vous vous sentiez soutenu. Ne t'inquiète pas pour les factures médicales, ma chérie. On trouvera une solution en famille. C'est ce que font les familles. C'est ce que font les familles. L'homme qui avait signé mon arrêt de mort était assis à mon chevet, me tenant la main, me parlant de famille. En famille, ai-je répété. J'ai serré sa main en retour. J'ai souri. Il a souri aussi, satisfait. Il pensait que le scénario fonctionnait. Ils sont restés 40 minutes. Gérard a parlé de la météo, de l'Olympique lyonnais, d'une fuite qu'il avait réparée chez un client samedi. Élodie a vérifié son téléphone 11 fois. Puis ils sont partis. J'ai regardé la porte se fermer derrière eux. Je suis resté immobile pendant 10 secondes. La chambre était silencieuse. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Kessler. Maître Kessler, quand pouvez-vous venir? Apportez la lettre. Donald Kessler est arrivé à 9 h le lendemain matin. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé. Un homme calme dans un costume gris, des lunettes à monture argentée, une mallette en cuir qui avait vu des décennies d'utilisation. Il m'a serré la main doucement, faisant attention à la perfusion, et a tiré une chaise à côté de mon lit. Votre grand-mère parlait souvent de vous, a-t-il dit. À chaque rendez-vous, elle vous mentionnait. Il a ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft scellée. L'écriture de Liliane sur le devant. Juste mon nom, Manon. J'ai brisé le sceau avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier pliée en deux. Son écriture était fine mais stable. Elle avait écrit ceci tant qu'elle pouvait encore tenir un stylo. Manon, je sais que ton père essaiera de tout prendre, comme il l'a déjà fait au fil des ans. Ma retraite, mes économies, des choses que je ne t'ai jamais dites parce que je ne voulais pas briser la famille. C'était mon erreur. N'en fais pas la tienne. La maison est à toi. L'argent est à toi. Maître Kessler a tous les papiers. Ne laisse personne prendre ce qui est à toi. Pas même ton père. Surtout pas ton père. Tu es plus forte que moi, ma chérie. Tu l'as toujours été. Je suis désolé de ne pas avoir dit ça quand je pouvais encore te tenir la main. J'ai pleuré pour la première fois depuis mon réveil, depuis l'accident, depuis les maux de pâte, depuis chaque révélation froide qui s'était empilée sur la précédente comme des briques. J'ai pleuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce que ma grand-mère m'avait vu, tout entière, et qu'elle avait planifié ce moment comme elle planifiait tout, calmement, soigneusement, avec un amour qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Kessler a attendu. Il a posé un dossier épais sur la couverture à côté de moi quand j'ai été prête. Le testament original, les actes de succession, le transfert de propriété à mon nom et la recherche hypothécaire montrant l'emprunt de mon père. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, a-t-il dit. Que voulez-vous faire? J'ai essuyé mon visage, je me suis redressé. Mes côtes hurlaient. Je m'en fichais. Je veux faire ça bien. Je veux faire ça publiquement, et je veux que ce soit fait avant dimanche. Kessler a haussé un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Notre paroisse organise son rassemblement mensuel. Mon père est diacre. Il ne le rate jamais. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous pensez, je sais exactement ce que ça fait. Ou si vous êtes assis là à vous demander, qu'est-ce qu'elle va faire dimanche? Laissez un commentaire maintenant. Dites-moi. Devrait-elle le confronter publiquement ou régler ça en privé? Je veux vraiment savoir ce que vous feriez. Maintenant, retour à l'histoire.
5 jours après mon réveil, ils m'ont laissé sortir. J'étais encore endolorie, encore lente, encore contusionnée à des endroits que je ne pouvais pas voir. Mais je pouvais marcher, je pouvais penser, et je pouvais prendre des décisions, ce qui était tout ce qui comptait. Mon père est arrivé à 10 heures du matin pour me chercher. Il avait apporté une valise. « Tu restes avec nous jusqu'à ce que tu sois rétabli », a-t-il dit. Il n'a pas demandé. Il l'a annoncé comme il annonçait tout. Pas d'argument. C'est gentil de ta part, papa. Mais Delphine vient me chercher. Elle a une chambre d'amis. Son visage a changé. Pas radicalement. Gérard Durand ne laissait jamais tomber le masque très loin, mais les coins de sa bouche se sont serrés. Tu préférerais rester avec une étrangère plutôt qu'avec ta propre famille. Ce n'est pas une étrangère. Elle est ma personne de confiance depuis 3 ans. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Un calcul, mais il n'a pas atterri. Il n'a pas fait le lien avec la procuration médicale. Pas encore. Très bien, a-t-il dit. Il a ramassé la valise qu'il avait apportée et est sorti sans dire au revoir. Ce soir-là, Élodie a envoyé un SMS, « Papa est contrarié. Tu es ingrate. » Après tout ce qu'il a traversé. Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Dans l'appartement de Delphine, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appelé Kessler. Nous avons passé en revue le calendrier. Il a confirmé les dépôts. Requête au tribunal pour annuler l'acte frauduleux. Dépôt de plainte pour faux et usage de faux. Notification au prêteur hypothécaire concernant le titre contesté. Tout est prêt, tout est en ordre. Dimanche, ai-je dit. Dimanche, a-t-il accepté. Cette nuit-là, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'avais besoin de l'entendre. Au fait, a-t-il dit, son ton décontracté, presque répété. La maison de grand-mère Liliane. Je me suis occupé des affaires de succession. Ne t'en fais pas. Je t'expliquerai quand tu iras mieux. Il me testait, vérifiait le périmètre, voyait si je savais. D'accord, papa, ai-je dit. Merci de t'en occuper. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre table. Delphine m'observait depuis l'embrasure de la cuisine. Comment fais-tu ça, a-t-elle demandé. Comment fais-tu pour avoir l'air si calme? L'entraînement, ai-je dit. Laissez-moi vous parler de l'église de mon père. L'église évangélique de la Grâce se trouve sur une route bordée d'arbres dans une banlieue à l'ouest de Lyon. Clocher blanc, briques rouges, parking qui se remplit tous les dimanches à 9h45. Environ 120 personnes y assistent chaque semaine. Des familles, des retraités, des petits entrepreneurs, des enseignants, le genre de communauté où tout le monde connaît votre nom, le nom de vos enfants, et ce que vous avez apporté au dernier buffet. Gérard Durand y était diacre depuis 15 ans. Il faisait l'accueil à la porte. Il lisait les Écritures au pupitre. Il organisait le petit déjeuner des hommes. Il serrait chaque main dans la salle après le service, regardait les gens dans les yeux, demandait des nouvelles de leurs enfants. Quand l'église a eu besoin d'un nouveau toit, Gérard a mené la campagne de collecte de fonds. Quand la chaudière de quelqu'un tombait en panne en janvier, Gérard la réparait gratuitement et ne prenait pas un euro. Le pasteur David le mentionnait dans ses sermons. Un homme de foi et de sacrifice. C'était la phrase. Je l'avais entendue tant de fois que je pouvais la sentir dans mes dents. Chaque premier dimanche du mois, l'église organisait un repas communautaire dans la salle paroissiale. Table pliante, plat de gratin et salade composée, assiette en carton, un micro sur pied près de l'avant où les gens partageaient bénédictions et sujets de prière. Gérard parlait toujours. Il parlait toujours de gratitude, de famille, de ce que signifiait donner sans rien attendre en retour. 120 personnes croyaient chaque mot. Ce dimanche à venir était le premier dimanche du mois. J'ai appelé Kessler samedi soir. Pouvez-vous être là à midi? Je serai là à 11h30. J'ai raccroché et me suis assise sur le canapé de Delphine. Mes côtes me lançaient encore quand je respirais trop profondément. Les bleus sur mes avant-bras étaient passés du violet au jaune. Je pouvais marcher sans grimacer maintenant, lentement mais droite. Je ne planifiais pas une scène. Je planifiais une conversation, mais quand 120 personnes sont dans la pièce, chaque conversation devient une scène de théâtre.
dimanche matin, 7 heures. Je me suis réveillé avant l'alarme. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain de Delphine et je me suis regardé. Le bleu le long de ma mâchoire avait presque disparu. Celui sous mon œil gauche avait viré au vert pâle. Ma clavicule était encore douloureuse quand je levais le bras trop haut. Je ressemblais à quelqu'un qui avait été percuté par un camion, parce que c'était le cas. J'ai mis une chemise blanche boutonnée et un pantalon noir. Simple, propre, pas de bijoux sauf les petits clous en argent que Liliane m'avait offerts pour mon 21e anniversaire. J'ai attaché mes cheveux en arrière, lavé mon visage, je ne me suis pas soucié du maquillage. J'ai ramassé le dossier Kraft sur la table de la cuisine. À l'intérieur, des copies du testament de Liliane, l'acte original à mon nom, les registres hypothécaires montrant l'emprunt de mon père, et le rapport d'incident expurgé fourni par Pat, celui avec les mots de mon père imprimés à l'encre noire sur papier à en-tête de l'hôpital. J'ai glissé le dossier dans mon sac. Delphine conduisait. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a tourné sur la route de l'église à 11h20 et s'est garée près du fond du parking. Le clocher attrapait le soleil. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr. Elle a serré ma main. Quoi qu'il arrive là-dedans, je serai juste dehors. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert la portière de la voiture. Kessler était déjà là. Je l'ai repéré près de l'entrée. Costume gris, mallette en cuir, debout près du mât de drapeau avec la patience d'un homme qui facture à l'heure et n'a nulle part ailleurs où aller. Il m'a vu. Il a fait un simple signe de tête. J'ai franchi les portes d'entrée. Le culte était déjà en cours. Cantique, air chaud, odeur de vieux tapis et de café. Je me suis glissé dans le dernier banc et je me suis assise. Mon père était au premier rang. Il s'est tourné au bruit de la porte, m'a vu. Son visage s'est illuminé. Le père fier, le diacre reconnaissant, l'homme de foi et de sacrifice. Il a levé la main et a fait un signe. J'ai fait un signe en retour. Un petit signe. Un signe patient. Élodie était assise à côté de lui. Elle m'a jeté un coup d'œil. Elle n'a pas fait de signe. Le service s'est terminé à midi. L'assemblée s'est dirigée vers la salle paroissiale. Une pièce large au plafond bas avec des néons et des tables pliantes disposées en rangées. Des plats en aluminium de hachis parmentier et de gratin de haricots verts. Des assiettes en carton empilées à côté d'une tour de serviettes. Le micro sur pied près de l'avant branché à une petite enceinte qui bourdonnait doucement. Gérard était déjà là-haut. Il l'était toujours. Il se tenait à côté du micro, les mains jointes devant lui, attendant que la salle s'installe. 120 personnes ont trouvé leur siège. Les chaises raclaient contre le linoléum. Les enfants s'élançaient entre les tables. Il a tapoté le micro. Bonjour à tous. Je veux commencer par quelque chose de personnel aujourd'hui. La salle s'est tue. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma plus jeune fille, Manon, a eu un grave accident de voiture le mois dernier. Elle a été dans le coma pendant 3 semaines. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sorte. Il a fait une pause. Il était doué pour les pauses. Mais Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, Manon est ici avec nous. Il s'est tourné et a fait un geste vers moi. Je me tenais près du mur du fond. Chaque tête dans la salle s'est tournée. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux, sincères. Une femme au 2e rang a pressé sa main sur son cœur. Un homme âgé a hoché la tête. En tant que père, a continué Gérard, sa voix se brisant exactement au bon moment, il n'y a rien de plus terrifiant que de presque perdre son enfant. J'ai prié chaque nuit. Je n'ai jamais quitté son chevet. J'ai senti les mots atterrir dans ma poitrine. Pas comme une blessure, comme une clé tournant dans une serrure. Je n'ai jamais quitté son chevet. Il a dit ça à 120 personnes qui n'avaient aucune raison de douter de lui. La famille est tout ce qui compte, a-t-il dit. C'est ce que j'ai toujours enseigné à mes filles. Il m'a regardé. Il a souri. Il a ouvert les bras juste un peu, le geste universel d'un père attendant une étreinte. J'ai souri en retour. J'ai marché vers lui. La salle regardait avec des yeux doux et attentifs. Papa, ai-je dit assez fort pour que les 3 premiers rangs entendent. Je peux dire quelques mots.
Il n'a pas hésité. Il ne pouvait pas. Pas devant 120 personnes qui venaient de l'entendre m'appeler son miracle. Bien sûr, ma chérie. Il m'a tendu le micro. Son sourire était large, confiant. Il s'est écarté sur le côté, les mains derrière le dos, jouant parfaitement le rôle de soutien. J'ai enroulé mes doigts autour du micro. Il était chaud de sa prise. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la salle. Merci à tous pour vos prières. Je suis vraiment reconnaissante d'être debout ici, mais je dois corriger quelque chose que mon père vient de dire. La salle était immobile. Le sourire de Gérard s'est effacé d'1 degré. Mon père n'a pas prié à mon chevet. Il a été à l'hôpital une seule fois la nuit de l'accident. Il n'est pas venu voir comment j'allais. Il est allé au service facturation d'abord. Ensuite, il a parlé à mon chirurgien. Je pouvais sentir Gérard bouger à côté de moi. Je ne me suis pas tourné. Il a demandé combien l'opération coûterait. Et quand ils lui ont dit, il a dit, et ce sont ces mots exacts documentés dans un rapport d'incident de l'hôpital, laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Elle a été un gouffre financier toute sa vie. Silence. Pas le genre confortable, le genre qui appuie contre vos tympans. Ensuite, il a signé un ordre de ne pas réanimer. Quelqu'un au milieu de la salle a inspiré brusquement. Une femme au premier rang a couvert sa bouche. Gérard s'est avancé. Manon, arrête. Tu ne sais pas de quoi ton. Je n'ai pas fini, papa. Ce n'est pas l'endroit. Tu as choisi une église pour mentir. Je choisis la même église pour la vérité. Tu es confuse. Les médicaments, J'ai les dossiers de l'hôpital juste ici. La salle n'a pas bougé. Personne n'a attrapé son eau. Personne n'a vérifié son téléphone. 120 personnes retenaient leur souffle. Gérard a cessé de parler. La porte latérale de la salle paroissiale s'est ouverte. Donald Kessler est entré, costume gris, mallette en cuir, sans se presser. Il n'a pas cherché de siège du regard dans la salle. Il a marché directement vers l'avant, a posé sa mallette sur la table pliante la plus proche, et s'est tenu à côté de moi avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Mon père l'a vu et pour la première fois de ma vie, la première fois dont je peux me souvenir, j'ai vu Gérard Durand avoir vraiment peur. Pas en colère, pas offensé, effrayé. Voici maître Donald Kessler, ai-je dit dans le micro. Il était l'avocat de ma grand-mère, Liliane. Un murmure a traversé la salle. Le nom de Liliane signifiait encore quelque chose ici. Elle avait fréquenté cette église pendant 30 ans. Ma grand-mère m'a laissé sa maison et ses économies dans un testament authentifié, dont la succession a été réglée par le tribunal il y a 5 mois. J'ai fait une pause pour laisser cela s'installer. Mon père n'en savait rien parce que ma grand-mère ne lui faisait pas confiance. Gérard a ouvert la bouche, l'a refermée. Pendant que j'étais dans le coma, ai-je continué, mon père a imité ma signature sur une procuration. Il a transféré la maison à son nom et il a contracté une hypothèque de 250 000 € dessus. J'ai entendu un halètement. Puis un plat a heurté le sol quelque part près des tables du fond. La main de quelqu'un s'était relâchée. Une fourchette a cliqueté sur le linoléum. La voix de Gérard est sortie plus forte maintenant, tendue. C'est un mensonge. Maman a laissé cette maison à la famille, pas juste à toi. Kessler a ouvert sa mallette. Il a soulevé un seul document, le testament original, et l'a tenu pour que les gens des premiers rangs puissent voir le sceau notarial. J'ai le testament original juste ici, monsieur Durand. S. À voix était égale, presque douce. Uniquement à Manon Marie Durand. Votre nom n'apparaît nulle part dans ce document. Gérard a regardé Élodie. Élodie fixait le sol. J'ai baissé le micro un instant et j'ai parlé directement à mon père. Pas en chuchotant, pas en criant, juste en parlant. Je ne suis pas là pour t'humilier, papa. Je suis là parce que tu as essayé de me laisser mourir. Et quand ça n'a pas marché, tu m'as volé. Je sais que c'est beaucoup. Si cette histoire vous frappe fort, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont commenté des histoires comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer la fin et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez dit à Gérard juste là devant tout le monde. Ok, continuons.
Gérard s'est tourné vers la salle. Sa mâchoire était serrée, ses yeux scannaient, cherchant un allié, un visage amical, n'importe qui pourrait encore être de son côté. Elle est sous lourd médicament, a-t-il dit. Sa voix était tendue mais contrôlée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une affaire de famille privée. Personne n'a répondu. La salle était un mur de bras croisés et d'yeux fixes. Puis une voix du dernier rang, un homme que je ne reconnaissais pas. Alors pourquoi y a-t-il un avocat ici, Gérard? Gérard n'a pas répondu. Ses yeux se sont déplacés vers le pasteur David, qui se tenait près de la table à café avec ses mains dans ses poches. Gérard, a dit le pasteur doucement. Je pense que nous devrions tous écouter ça. Gérard a changé de posture. Il a changé de tactique comme il le faisait toujours quand l'autorité échouait. Il s'est adouci, a laissé tomber ses épaules, a laissé sa voix se briser. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Les factures médicales de Manon nous ont presque mis en faillite quand elle était enfant. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je n'ai pas levé le micro. J'ai juste parlé de là où je me tenais. Clairement, comme on parle à un patient qui évite la vérité. Tu as fait ce qui était le moins cher, papa. Il y a une différence. Tu n'as aucune idée de la pression que j'ai subie. Les dettes, Il s'est arrêté. Il a réalisé ce qu'il avait failli dire. Sa bouche s'est fermée comme une porte. Élodie s'est levée de sa chaise. Son visage était blanc. Papa, arrête de parler. Gérard lui a saisi le bras. Dis-leur, Élodie. Dis-leur que j'essayais de protéger la famille. Élodie s'est dégagée. Elle m'a regardé. Puis le sol, puis la sortie. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Elle a marché vers la porte. Et en passant près de moi, assez près pour que moi seul puisse entendre, elle a chuchoté 6 mots que je porterai pour le reste de ma vie, j'aurais dû appeler Delphine moi-même. Puis elle est partie. J'ai regardé la porte se fermer derrière ma sœur. La salle me regardait toujours. Je me suis retourné vers l'assemblée. Je ne vous dis pas ça pour détruire mon père. Je vous dis ça parce que pendant 15 ans, il s'est tenu à ce micro et vous a dit qui il est. Je pense que vous méritez de connaître la vérité. Puis je me suis tourné vers Gérard. Il se tenait le dos presque contre le mur maintenant. Ses mains étaient à ses côtés. Le diacre confiant qui avait ouvert ce rassemblement avait disparu. À sa place se tenait un homme qui semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Papa, voici ce qui va se passer. Ma voix était stable. Je n'avais pas besoin du micro pour cette partie. La salle était assez silencieuse pour entendre une page se tourner. Maître Kessler a déposé une requête auprès du tribunal hier pour annuler le transfert de propriété parce qu'il est basé sur une procuration falsifiée que je n'ai jamais signée. La mâchoire de Gérard s'est serrée. La banque qui a émis l'hypothèque a été notifiée que le titre est contesté. Le prêt est gelé. Sa main gauche a commencé à trembler. J'ai déposé une plainte à la police vendredi. Faux et usage de faux et escroquerie. Le notaire qui a tamponné ton document est nommé dedans aussi. Il a fait un demi-pas en arrière. Tu enverrais ton propre père en prison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans scier. Tu as signé un papier pour laisser ta propre fille mourir. La salle paroissiale a retenu son souffle. Un enfant quelque part près du fond a posé une question à sa mère et a été rapidement réduit au silence. Je ne t'envoie nulle part, papa. Je te donne une chance de réparer les choses. C'est plus que ce que tu m'as donné. Kessler a fermé sa mallette avec un clic doux. Les dossiers sont déjà au tribunal, monsieur Durand. Ce n'est pas une négociation. Gérard a regardé autour de la salle une dernière fois. Je l'ai regardé faire, la lente rotation, visage après visage. C'étaient des gens qu'il connaissait depuis des années. Jean Castex, dont il avait réparé les tuyaux chaque hiver. Suzanne Martin, qui lui apportait du café après chaque sermon. Robert Delon, l'autre diacre, qui s'était tenu à ses côtés à chaque collecte de fonds depuis une décennie. Ils le regardaient tous en retour. Aucun d'eux n'a détourné le regard, et aucun d'eux n'a bougé vers lui. Gérard s'est assis, pas sur une chaise, sur la table pliante la plus proche. Il a mis son visage dans ses mains. Robert s'est approché. Il a mis une main sur l'épaule de Gérard, ferme, pas tendre.
Gérard, je pense que tu devrais partir. Gérard s'est levé. Il a marché vers la porte. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. Au seuil, il s'est tourné et m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Sa bouche était ouverte comme s'il voulait dire quelque chose. Une réplique finale qui atterrirait comme ses discours atterrissaient toujours. Rien n'est sorti. Il est parti. J'ai posé le micro sur la table la plus proche. Mes mains étaient stables. Mes côtes me faisaient mal. Je m'en fichais. Je suis désolé de perturber votre dimanche, ai-je dit à la salle. Ma grand-mère, Liliane, aimait cette église. Elle aurait voulu que la vérité soit dite ici. 2 femmes se sont avancées et m'ont serré dans leurs bras. Un homme que je ne connaissais pas m'a serré la main sans un mot. Pat, qui était arrivé discrètement avant le service et s'était tenu près de la station de café tout le temps, a croisé mon regard à travers la pièce et a fait un seul signe de tête ferme. Puis quelqu'un a touché mon bras, une petite main usée. Je me suis tourné. Une femme âgée, cheveux blancs, gilet, lunettes sur une chaîne autour du cou. Je suis Denise Breton, a-t-elle dit. Ta grand-mère et moi nous asseyons ensemble tous les dimanches pendant 20 ans. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Elle me parlait de toi chaque semaine. Elle était si fière de toi, Manon. Elle n'arrêtait jamais de parler de toi. J'avais passé toute ma vie à penser que j'étais invisible à cet endroit, que personne dans le monde de mon père ne m'avait jamais vu. Liliane avait fait en sorte que ce ne soit pas vrai. Dans les 24 heures, tout ce que Gérard Durand avait construit s'est effondré. La banque a gelé l'hypothèque lundi matin. Un avocat du service des fraudes du prêteur a appelé Kessler avant midi. Le titre a été signalé comme contesté. Le prêt suspendu. Gérard ne pouvait pas accéder au fonds. Il ne pouvait pas refinancer. Il ne pouvait pas vendre. Les 250 000 € qu'il avait déjà dépensés avaient disparu, et la dette était maintenant la sienne seule, garantie par rien. Le tribunal a accepté la requête de Kessler pour annuler le transfert de propriété. Gérard a reçu une convocation chez lui cet après-midi-là. Un huissier a frappé à sa porte à 15h15. Son voisin prenait le courrier et a tout vu. La police a ouvert une enquête formelle sur le faux et l'escroquerie. Le notaire, Charles, a été nommé dans le rapport. Dès mardi, Charles avait engagé son propre avocat et coopérait avec les enquêteurs. Gérard était seul. La nouvelle a voyagé à travers l'église plus vite qu'aucun sermon ne l'avait jamais fait. On a demandé à Gérard de démissionner de son poste de diacre par un vote unanime du conseil mardi soir. Robert Delon l'a appelé personnellement. Gérard n'a pas discuté. Il ne s'est pas présenté à la réunion. Ses clients en plomberie ont commencé à annuler. 3 le lundi, 5 de plus le mercredi. La plupart étaient membres de l'église. L'un d'eux, Jean Castex, lui a envoyé un SMS d'une seule phrase, « Ne viens plus chez moi ». Gérard m'a appelé à 22h ce soir-là. J'ai répondu. « Tu m'as détruit », a-t-il dit. Sa voix était plate, vidée. « Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Il a raccroché. Il a appelé Élodie ensuite. Elle n'a pas décroché. Une chose de plus a fait surface cette semaine-là. Kessler l'a trouvé lors d'une vérification de routine de mes dossiers. 3 ans plus tôt, Gérard avait changé le bénéficiaire de mon assurance vie de Delphine à lui-même. Ma signature était sur le formulaire. Je ne l'avais jamais signé. Il avait un plan pour chaque version de ma mort, et aucune d'elles n'incluait de me sauver. Élodie a appelé 3 jours plus tard. J'étais assise sur le canapé de Delphine, un coussin chauffant sur mes côtes, une tasse de thé refroidissant sur la table. Mon téléphone a vibré, son nom sur l'écran. Je l'ai fixé pendant 2 sonneries complètes avant de décrocher. Manon. Sa voix était épaisse. Elle avait pleuré. Je dois dire quelque chose. Alors dis-le. Je savais pour l'ordre de ne pas réanimer. J'étais dans la salle d'attente quand papa est allé parler au médecin. Il m'a dit ce qu'il allait faire. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire ce que fait le silence. Et la maison, je savais pour ça aussi. Il m'a promis 75 000 € si je gardais le silence. Et tu as gardé le silence.
Oui. Pendant que j'étais dans le coma. Oui. Sa voix s'est brisée. J'avais peur de lui, Manon. J'ai toujours eu peur de lui. Je sais que ce n'est pas une excuse. Ce n'en est pas une. Elle pleurait maintenant. Fort, comme elle pleurait quand nous étions enfants. Désordonné, bruyant, incontrôlé. Je me souvenais de ce son. Il me donnait envie de réparer les choses pour elle. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Pas maintenant. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer de façon saccadée, mince. Mais je ne vais pas prétendre que tu n'existes pas, Élodie. Si tu veux reconstruire quelque chose avec moi, pas avec l'argent de papa, tu sais où me trouver. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis doucement, grand-mère Liliane m'a envoyé une lettre aussi. Je me suis redressé. Elle a écrit, je t'aime, Élodie, mais tu ressembles trop à ton père. Choisis différemment. La ligne est devenue silencieuse. L'as-tu fait, ai-je demandé. Choisir différemment? Elle n'a pas répondu. Parce que nous savions déjà toutes les deux. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit. Mais la porte n'est pas verrouillée. Elle est juste fermée. Elle devra frapper. Un mois plus tard, le titre de propriété de la maison de Liliane était de retour à mon nom. Le tribunal a annulé le transfert un mercredi. Kessler m'a appelé à 10 h du matin avec la décision. Je l'ai remercié. Il a dit, remerciez votre grand-mère. Puis il a fait une pause et a ajouté, elle aurait adoré vous regarder dans cette salle paroissiale. Gérard a fait face à des accusations criminelles, faux au 3e degré, fraude hypothécaire. Son avocat a conseillé un accord de plaidoyer, mise à l'épreuve, restitution complète, pas de prison s'il coopérait. Gérard a accepté. Il n'avait pas le choix. Les preuves étaient accablantes, et Charles, le notaire, avait déjà tout dit aux enquêteurs. Gérard a vendu sa maison pour couvrir la dette. Ce n'était pas suffisant. Le solde restant le suivrait pendant des années. Il a emménagé chez son frère à Saint-Étienne. J'ai entendu cela par Élodie, qu'il a entendu d'un cousin. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Élodie a perdu 2 mandats immobiliers de membre de l'Église. Elle n'a pas perdu sa licence. Elle n'a pas été inculpée. Elle n'avait signé aucun document. Mais les gens se souvenaient. Les gens se souviennent toujours. Je suis retourné travailler à temps partiel au début. Pat a réorganisé le planning pour que je ne fasse que des gardes de jour pendant les 2 premiers mois. Elle n'en a pas fait tout un plat. Elle m'a juste tendu la nouvelle rotation et a dit, bon retour, Durand. Un samedi de fin octobre, j'ai conduit jusqu'à la petite ville près de Lyon. Je me suis garé rue des Tilleuls. J'ai marché jusqu'à la maison en briques avec la balancelle qui grinçait et le jardin qui était devenu un peu sauvage. J'ai tourné la clé dans la porte d'entrée. Ma clé dans ma porte et je suis entré. La lavande. C'est ce que j'ai senti en premier. Les sachets de lavande de Liliane glissaient dans chaque tiroir et placard. Le parfum d'une femme qui avait tout prévu. Sa photo trônait sur la cheminée. Nous deux sur la balancelle, plissant les yeux au soleil. Je ne me souviens pas qui l'a prise. Je me suis assise dans son fauteuil à bascule. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me suis juste assise. Pour la première fois, j'étais dans une maison qui était la mienne. Non pas parce que j'avais gagné l'approbation de qui que ce soit, mais parce que quelqu'un m'avait assez aimé pour s'assurer que j'irais bien. Je croyais autrefois qu'être une bonne fille signifiait absorber tout ce que ma famille me lançait. Chaque insulte, chaque culpabilisation, chaque fois que mon père me rappelait ce que je lui avais coûté, j'encaissais tout et je disais merci. Parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. Silence, gratitude, obéissance. J'avais tort. Fixer une limite n'est pas une vengeance, c'est de la survie. Et parfois, la survie ressemble à un homme calme en costume gris, une pile de papiers notariés, et le courage de se tenir devant 120 personnes et de dire « Voici ce qui s'est réellement passé ». Je ne déteste pas mon père. Le haïr signifierait qu'il contrôle encore ce que je ressens. Il ne le fait plus. Pas maintenant.
C'est un homme qui a fait des choix terribles motivés par des dettes qu'il était trop fier d'admettre et une addiction qu'il avait trop honte d'affronter. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais cela explique pourquoi je n'ai plus besoin de porter son poids sur mes épaules. Si vous regardez ceci et que vous vous voyez quelque part dans mon histoire, dans la culpabilité, dans le silence, dans la conviction profonde que vous êtes redevable aux gens qui vous ont blessé, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous ne devez votre santé à personne. Vous ne devez votre maison à personne. Et vous ne devez certainement votre vie à personne. Ma grand-mère Liliane m'a appris ça. Pas avec des leçons, pas avec des cris, avec une lettre, une maison et un avocat nommé Kessler. Je vais toujours à l'église, au fait. Une église différente, le même Dieu, une assemblée plus petite, un café plus convivial, et je m'assois au premier rang. Pas parce que j'ai besoin d'être vu, mais parce que j'ai fini de me cacher au fond.